Notre invité ce matin, Xavier Bertrand, président de la région Hauts-de-France. Xavier Bertrand, bonjour. Bonjour. Avant d'entrer dans les sujets forts, l'hôpital, l'apprentissage, je voudrais revenir sur l'actualité d'hier. Nicolas Hulot qui va déposer plainte contre le magazine Hebdo. Vous auriez fait la même chose ? Je le comprends. Je l'ai vu l'autre jour dans cette émission poignante. Il dit qu'il est diffamé, il engage une action en justice, c'est tout à fait compréhensible. Le ministre des Comptes publics, Gérald Darmanin, entendu librement par les enquêteurs, Laurent Wauquiez a demandé sa démission. Que répondez-vous ? Si on laissait la politique politicienne en dehors de tout cela déjà. C'est de la politique politicienne ? Évidemment. Évidemment. C'est-à-dire ? Politique politicienne, c'est-à-dire quel est l'objectif de Laurent Wauquiez ? Règlement de compte politique. Déjà suffisamment douloureux, une histoire comme celle-ci. Ça ne sert à rien de chercher à l'exploiter politiquement. D'ailleurs, je crois que ça ne fait pas l'unanimité chez les Républicains, cette attitude. Emmanuel Macron est-il en train de décevoir les Français, Xavier Bertrand ? Je pense que les Français ont un sentiment très partagé. D'une part, ils ont envie que ça marche, parce qu'ils disent aux politiques, et vous les politiques, notre vie est dure depuis 30 ans, et vous n'avez pas apporté de solution. Alors, avant de critiquer, avant de la ramener, faites votre boulot là où vous êtes. Et ce président, on aimerait que ça réussisse. Sauf que, il y a beaucoup de Français qui se disent, c'est pas un président pour nous. Je le vois dans la région des Hauts-de-France, il y a beaucoup de gens qui disent, c'est pas un président pour nous. Que ce soit l'industrie, les gens disent, pour les petits comme nous, il fait rien. Pour ceux qui vont bien, notamment avec la baisse de l'ISF, ça va aller mieux en premier pour eux. Et nous, ça va donner quoi ? La question du pouvoir d'achat. Je vois que chez certains beaux esprits, pouvoir d'achat, c'est peut-être pas si important que ça. Quand on a la chance de pas avoir à compter tous les jours, c'est peut-être pas un problème. Mais cette question-là, elle est clé. Et les gens entendent dire qu'il y a une croissance, qui pour l'instant ne fait pas reculer le chômage, mais vous avez aussi une croissance qui ne profite pas à ceux qui bossent et qui ont des petits salaires. Et encore une fois, je m'en aperçois d'autant plus. Faut être patient, dit le gouvernement. Nous verrons à la fin de l'année 2018 les résultats de notre politique. Tout le monde n'a pas eu besoin sur le pouvoir d'achat. Tout le monde n'a pas eu besoin d'être patient. Parce que l'augmentation du prix du gasoil, pour ceux qui font le plein toutes les semaines parce qu'ils vont bosser, qu'ils ont besoin de leur voiture, qui sont maintenant un peu prisonniers d'avoir fait le choix d'un diesel. Ceux-là, je suis désolé, c'est tous les mois qu'ils disent « j'attends quoi ? J'attends quand pour que ça aille mieux pour moi ?» Vous voyez, c'est ce décalage qu'il a voulu. C'est-à-dire qu'il y a eu une baisse de plusieurs milliards d'euros sur l'ISF, mais en attendant au quotidien la vie des Français plus dure. Regardez ce qui s'est passé. Et que feriez-vous avec Vous reviendriez à 90 km/h sur les routes déjà, nationales. C'est pas ce que je ferais, c'est ce que je fais. Parce qu'au bout d'un moment, en politique, il y a les diseux et les faiseux. Oui. Quand j'étais élu, j'ai dit je vais aider ceux qui travaillent aussi, les éternels oubliés. Nous avons mis en place une aide au transport. Vous prenez votre voiture pour aller travailler, parce que vous avez besoin de votre voiture pour aller travailler. Vous faites 30 km pour aller travailler, la région vous donne 20 € par mois. Depuis maintenant 1 an et demi, 29 000 aides ont été versées. Et à part ça, il n'y a pas de problème de pouvoir d'achat. Dans la région, vous travaillez, vous devez faire garder vos enfants de moins de 3 ans. Nous vous aidons avec 20 € par mois, voire 30 € pour une famille monoparentale. Quand on élève seul, la vie est plus dure. Eh bien, cette aide, depuis maintenant moins d'1 an, on a 8000 familles qui ont déposé un dossier. Donc encore une fois, si vous pensez que le travail, pour ce qu'il permet de faire, pour ce qu'il permet comme émancipation, d'aider vos enfants à s'en sortir, à grandir, si vous pensez que la valeur travail compte, il faut maintenant être concret. Et donc, les gens vous disent, pour ceux qui vont bien, ça va mieux, mais pour nous, ça va pas. Tiens, Intermarché et le Nutella. Intermarché qui s'est quand même fait la cerise en termes de communication avec ce dossier, parce que c'est quand même un immense coup de pub. Mais il faut comprendre aussi que pour beaucoup de gens, le fait de pouvoir acheter du Nutella parce qu'il était à ce prix-là, c'était une façon de faire plaisir à ses enfants. Les couches culottes, la fameuse baisse des prix, quand vous voyez justement ce que ça représente, 14 € de moins sur un paquet de couches, mais ça aide les gens à boucler leur fin de mois. C'est Jean-Paul Delevoye qui disait, voilà quelques années, qu'il y avait 11 millions de Français qui étaient à moins de 10 €. Moins de 10 € sur leur compte à la fin du mois. Ça, c'est pas arrangé. Et le vrai sujet, c'est qu'on est dans une société où aujourd'hui, il y a à peu près 6 millions de personnes qui sont sans véritable travail.
Vous avez une société qui est une société à 2 vitesses. Vous avez une société dans laquelle le pouvoir d'achat est un sujet marquant, et c'est comme si beaucoup de gens s'en accommodaient ou s'en foutaient. C'est ça qu'il faut éviter. Est-ce que vous pensez qu'Emmanuel Macron, justement, est en train de perdre une partie de sa crédibilité sur ce terrain du pouvoir d'achat? Parce que tous ses adversaires politiques, vous êtes un adversaire politique d'Emmanuel Macron. Mais c'est plus large. Vous êtes un adversaire politique. Oui, parce que sur ces sujets-là, je ne suis pas d'accord. Il y a des points sur lesquels... Vous vous considérez dans l'opposition aujourd'hui? Oui, parce que je ne suis pas d'accord avec l'idée que cette société à 2 vitesses, c'est une fatalité. L'idéal républicain, bon sang, c'est quoi? C'est que chacun ait sa chance. Et là, aujourd'hui, dans ce qui est en train de se passer, si vous allez bien, tant mieux pour vous. Tiens, vous travaillez dans la finance, dans les nouvelles technologies, c'est très bien pour vous. Vous habitez le Grand Paris, c'est très bien pour vous. Mais Jean-Jacques Bourdin, ça laisse beaucoup de monde sur le bord de la route. Et le sujet clé, c'est que cette politique ne résout pas les problèmes d'une France à plusieurs vitesses. Et c'est ça l'enjeu des années qui viennent. J'entends que le président, il fait ce qu'il dit, à ce qui est en politique, et pas toujours le cas, c'est vrai. Mais la vraie question... Il fait ce qu'il dit, ce qu'il avait promis dans sa campagne. Et ça, on ne va pas le reprocher. Mais il y a 2 questions qu'on doit se poser. Allez-y. Ce qu'il fait, est-ce que c'est efficace, oui ou non? Est-ce que c'est juste, oui ou non? Et cette question de la justice, mais bon sang, elle est clé. La droite populaire, vous êtes le représentant numéro 1 de la droite populaire. Vous êtes toujours affiché. Mais j'ai vu que Laurent Wauquiez reprenait d'ailleurs la droite populaire. Qu'est-ce que ça veut dire? J'ai l'impression que vous tenez un peu le même discours tous les deux, non? Écoutez, moi je vais vous dire une chose. Je regarde plus les autres. Je regarde les gens. Vous ne croyez plus aux partis politiques. Non. Vous ne regardez plus vos adversaires. Non, exactement. Alors vous êtes où? Dans ma région, et je m'occupe des gens de la région. C'est comme ça qu'on prépare une élection présidentielle? C'est comme ça qu'on prépare avant tout le fait de bien faire son boulot tous les jours et d'essayer de donner du sens et de l'avenir à une région. Droite populaire, ça veut dire quoi? Je crois à l'autorité et je crois aussi qu'il faut créer des richesses, mais il faut aussi les partager, les richesses. C'est cette idée-là. Je ne suis pas pour l'assistanat, je refuse l'assistanat, je suis pour être attentif aux autres. Je suis aussi pour qu'on soit solidaire. Voilà ce que c'est. C'est ça la France. Il y a du lien entre les Français. Il faut du lien entre les territoires. Et l'idée d'un modèle anglo-saxon, d'un modèle libéral, où si t'es riche et bien portant, tant mieux pour toi. Et si t'es pas comme ça, tant pis pour toi. C'est pas ça la France. Délégués régionaux désignés, appel aux dons, site internet, groupe de travail. Vous êtes en train de préparer... ce n'est pas un mouvement, la manufacture. C'est quoi? C'est un club d'idées, je ne sais pas moi comment on pourrait appeler cela. Je ne sais pas comment je peux le définir précisément. C'est une réunion pour préparer la candidature de Xavier Bertrand à la présidentielle. Comment non? Non. Si. Je vais vous donner un exemple précis. Vous avez envie d'être candidat à la présidentielle? Je vais vous dire une chose. Si vous voulez être candidat à la présidentielle, est-ce que vous êtes préparé le terrain? Est-ce que vous êtes préparé? Est-ce que vous êtes avec des équipes? Et est-ce que surtout, Jean-Jacques Bourdin, vous avez les 3-4 idées, les bonnes idées, qui feraient du bien au pays et aux Français? Alors 3-4 idées qui feraient du bien au pays et aux Français. Dites-moi, Xavier Bertrand. Aujourd'hui, j'ai pas la réponse. Je vois bien quel est le défi, mais je n'ai pas la réponse. La dernière fois que j'étais catégorique, c'était en septembre 2012, je vous assure que j'étais sincère. Je serai candidat à la primaire pour les présidentielles de 2010. Mais j'étais sûr de moi. Et au final, je ne l'ai pas été. Tout simplement parce que j'avais indiqué que dans cette élection régionale, où j'ai compris, je m'en suis pris une bien bonne en pleine figure là, où les gens m'ont dit mais t'es un politique, c'est marqué politique sur ton front, dégage, on veut plus t'entendre. Et j'ai été élu quand même. Et donc j'allais pas lâcher les gens en leur disant attendez, maintenant j'ai une primaire à présenter. Donc les certitudes en politique, vaut mieux avoir des convictions, vaut mieux avoir des idées et aussi des doutes, et je l'assume. Je peux vous donner un exemple pour la manufacture? Allez-y. Ce week-end, j'ai réuni mes amis à Arras. Et je leur ai posé la question sur la réforme de l'apprentissage. Et j'ai sollicité... Non mais, juste pour vous donner un exemple. Et j'avais mon idée sur la réforme. Mais j'ai voulu voir si j'avais un peu des experts de terrain. Tiens, il y a Laurent, c'est un artisan, il est à Fontaine-les-Vervins, dans l'Aisne, dans la région de Hauts-de-France, qui m'a donné, avec ses mots à lui, conscience que je ne faisais pas fausse route en soutenant cette réforme. Et ben c'est vrai que j'ai demandé leur avis aux gens. J'ai mon idée. Je pense ne pas être. D'ailleurs, vous soutenez cette réforme de l'apprentissage, à la surprise générale un peu, puisque on dit que tous les présidents de région sont opposés à cette réforme. Pas vous. Pas tous. Pourquoi pas vous? Pas tous. Presque tous. Parce que sur l'apprentissage, je pense qu'il faut jouer l'union sacrée.
Oui. Je pense que sur l'apprentissage, on parle de nos jeunes. Il y en a trop qui sont au chômage. Et si on a une chance d'en sortir un maximum du chômage, on joue la carte de cette réforme. Bien sûr qu'il y aurait pu y avoir d'autres choix. C'est vrai. Bien sûr qu'il y a encore des incertitudes. Mais au bout d'un moment, bon sang, on parle de nos jeunes. De nos jeunes. Tout le monde dit depuis des années, mais l'apprentissage c'est génial, regardez en Allemagne ça marche. Moi-même quand j'étais ministre, j'ai fait des super discours. Et ça va beaucoup mieux marcher. Rapport Sherpin. Oui, Charpion. Pardon, oui, Sherpin, et avec Gérard Cherpion qui avait fait un gros travail. Je me souviens on a à l'époque, 2011. Un peu amélioré, juin 2011 si je ne me trompe pas. Oui. On a un peu amélioré la situation. On a donné les avantages de la carte étudiant. Quand le contrat était cassé, derrière, on pouvait reprendre le jeune 3 mois. Il faut aller beaucoup plus loin. Mais quand on offre 500 € d'aide pour passer le permis à un apprenti, c'est bien. Oui, mais je vais même plus loin. C'est que nous, dans la région, nous allons financer en prêtant, jusqu'à 1 000 €, en plus de ce que fera le gouvernement, mais pour tous les jeunes, de façon à ce que le jeune puisse passer son permis et il ne commencera à rembourser que quand il commencera à bosser. Même 20 € par mois. Parce que la question qui tous se les pose apprentis. Plus que ça. Les jeunes, je pense qu'il y aura au moins 10 000 jeunes, on va dire jusqu'à 25, 26 ans. Celui qui est près de l'emploi, celui qui passe juste son bac et qui est dans les études, c'est pas celui qui va être prioritaire. Celui dont les parents ont pas mal d'argent, il n'a pas besoin de la région. Mais pour ceux qui n'ont pas de carnet d'adresse, qui n'ont pas de gros moyens, on le fait. Pourquoi ? Pour lever les galères des jeunes. L'apprentissage, il faut bien voir ce que ça représente derrière. Il y a des jeunes qui deviennent ingénieurs en apprentissage. Il y a des jeunes qui trouvent un métier. Il faut le réhabiliter. Et mon idée, vous prenez dans la région, depuis maintenant 2 ans, on a mis le paquet sur l'apprentissage. Mais vraiment le paquet. Et avec tout ça, en 2 ans, j'ai à peu près 10% d'apprentis en plus. Je ne peux pas crier victoire. 10%, c'est mieux que la moyenne nationale. Mais il faut changer. Mais voilà, c'est ça. Bon. Et au bout d'un moment, on me dit, on va confier aux branches parce qu'il faut partir des besoins des entreprises. Banco, tout le monde est donc face à ses responsabilités. La seule chose... Est-ce que le monde économique sera efficace ? C'est la question. C'est la question. Mais ça fait des années qu'on dit, si on part des besoins des entreprises, ça marchera mieux. Alors Banco, on y va. Alors Banco. En revanche, et vous allez vous occuper de l'orientation. En revanche, je veux juste finir là-dessus. Et de l'information et de l'entreprise à l'intérieur des établissements scolaires. Il y a un point sur lequel j'ai beaucoup insisté auprès du gouvernement, parce que Mme Pénicaud est vraiment à l'écoute. Elle est vraiment à l'écoute. Je dis, moi, je veux bien m'engager, mais il faut aussi qu'il y ait quelque chose qui bouge et qui ne coûte pas 1 €. La réglementation. C'est-à-dire qu'on n'ait plus ces limites où un apprenti... Il est limité à 35 heures quand dans le bâtiment, par exemple, on fait 39 heures ou 40 heures sur les chantiers. Parce que ça voulait dire que le vendredi, il fallait ramener le jeune camionnette pour qu'il rentre chez lui. Et qu'est-ce qui se passait ? C'est ce que contient la réforme ? Non, ça va bouger, ça va changer. Ce boulanger, ce jeune boulanger... Il va pouvoir commencer à 5 heures. Exactement, 6 heures normalement, 6 heures normalement, aujourd'hui, demain 5 heures. Sans avoir de dérogation à aller demander à l'inspection du travail. Ça, c'est du bon sens. Je réclame ça depuis des années. La ministre est prête à s'engager dans cette voie, alors je dis, on y va. On a besoin d'union sacrée. Derrière, il faudra être clair et que l'État soit réglo, c'est-à-dire que ce qui nous est aujourd'hui garanti nous permette d'aider les apprentis, mais encore une fois, je cherche à ce que ça marche le mieux possible, parce qu'on parle des jeunes. Alors, justement, parlons des jeunes, le service national universel... Vous y êtes favorable ou pas ? Obligatoire ? Depuis toujours. Je sais, depuis toujours. Depuis toujours. J'espère que ce n'est pas une promesse qui disparaîtra, parce qu'encore une fois, ça a du sens. Nous sommes dans le flou. Je ne suis pas un nostalgique. J'ai fait mon service. Oui. C'était à la fois ce brassage des gens de tous les horizons, des gens qu'on ne rencontre pas forcément. Et là, ces souvenirs, ces copains de régiment, comme on dit, je ne suis pas un nostalgique, ça forme un creuset. Et vous savez quoi ? Un creuset républicain. Et ça permet de voir qu'on a des droits, il y a aussi des obligations. Et de devoir quelque chose à son pays, pas seulement en payant des impôts, ça a aussi du sens. Alors ça coûte, oui je sais, mais la désocialisation, ces liens qui partent, qui disparaissent, mais ça coûte une fortune, très cher ça à la coûte une fortune. Oui, bien sûr que ça ce coûte service national mais universel. Vous pouvez aussi avoir des les jeunes âgés de 18 à 21 ans, obligatoire, un mois. Mais vous pouvez aussi faire un mois, ça vous va, parce obligatoire. Que je me rappelle qu'à l'époque, vous savez, un mois c'est trop court. C'est trop court. C'est trop court. Il faut au moins 3 mois. 3 mois. Et il y a aussi l'idée qu'on puisse aussi le faire en plusieurs périodes. Parce qu'on avait aussi une époque où on se disait, quand on bossait, il va falloir qu'on arrête, qu'on mette son boulot en suspens pour faire son service. On a le droit aussi d'être un peu inventif et imaginatif pour trouver des solutions. Alors bientôt, le projet de loi immigration-asile, j'ai lu ce qu'avait déclaré Christiane Taubira, qui juge absurde de vouloir endiguer la circulation humaine.
Vous avez vu cela, non? Non, je n'ai pas Vous vu. n'avez pas vu? Vous en pensez quoi? La question, d'abord, la oui. question de l'immigration, Oui, on est en première ligne oui. dans la région, avec ce qui se passe à oui, Calais. oui. Si vous voulez résoudre les Aucune problèmes... avancée avec les Britanniques, au passage. Hein. Bon, il n'a pas essayé, le président. Il n'a pas essayé. Ah non, pas du tout. Il est venu à Calais... 50 millions d'euros. Mais Un attends- voyage à 50 millions d'euros? Non, mais attendez, excusez-moi. Les Anglais Oui. nous disent en 2018, on va donner 50 millions d'euros. Oui. Ils n'ont rien versé en 2017. Et vous avez un locataire qui ne vous paye pas le loyer en 2017. En 2018, il dit je vous paye. Vous dites merci, vous? J'ai dit non, que ça ne se reproduise pas. Voilà, c'est exactement ça. Donc il n'a rien obtenu d'autre que le paiement en 2018 de ce qu'il y avait en 2017. Voilà. Donc on va jusqu'au bout. Vous voulez régler ces problèmes d'immigration? Chez nous, il faut que les Anglais se contentent pas de faire un chèque pour mettre des clôtures ou des barbelés, ils se les gardent, les clôtures et les barbelés, ou alors ils se récupèrent leurs frontières, mais ils font vraiment le boulot. Quand il y a eu l'autre jour le drame, où il y a eu des coups de feu, il y a eu des blessés graves, c'est le ministre de l'Intérieur qui est venu sur place. Et d'ailleurs, je veux lui rendre hommage, il est ferme et il est venu. Et c'était pas la ministre britannique de venir La parce fermeté encourage la violence, conduit au chaos, c'est ce que j'ai lu, entendu, hein, de la part de... de Gérard Collomb. Oui, mais lui, au moins, il est venu, et Oui. je pense qu'il a la volonté d'être ferme. Mais c'était aux Britanniques aussi de venir, c'est un peu leur problème qu'on est en train de régler pour eux. Deuxièmement, il faut aussi que l'Europe se dote vraiment d'une politique aux frontières. Il y a des gardes-côtes, il y a des gardes-frontières dans certains pays. Pourquoi l'Europe ne le fait pas? Mais vous n'aurez pas non plus la solution au problème si vous n'aidez pas au développement de l'Afrique. C'est la paix, bien sûr, mais c'est aussi le développement. Regardez le plan Borloo. Le plan Borloo pour l'électrification de l'Afrique. Tant qu'il n'y aura pas d'électricité, il n'y aura pas d'hôpitaux là-bas. Et vous empêcherez pas un père dont l'enfant est malade de vouloir faire des milliers de kilomètres pour le sauver. Tant qu'il n'y aura pas d'électricité, vous n'aurez pas d'usine et il n'y aura pas de boulot là-bas. J'ai vu des migrants qui se font racketter par ces criminels que sont les passeurs. 10 000 $, ils leur prennent pour venir d'Afghanistan jusqu'à Calais. Et une fois qu'ils sont arrivés à Calais, ils leur redemandent de l'argent pour les faire passer de l'autre côté. C'est ceux-là qu'il faut mettre hors d'état de nuire. Vous savez que le trafic d'êtres humains, esclavage et migrants, c'est le deuxième trafic au monde après les trafics de drogue. Et là, il faut être beaucoup plus dur. Pas d'assistanat, dit Laurent Wauquiez. Vous êtes un peu sur la même ligne, enfin pas tout à fait. Pas tout à fait, hein? Pas tout à fait. Non, pas tout à fait. Qu'est-ce qui vous sépare d'ailleurs? L'attitude... Vous n'êtes plus au Républicain, Non, hein, ça y est, non, c'est fini. non. Ah Vous oui, n'avez c'est pas ça. renouvelé votre... Non, Certainement pas. non. Qu'est-ce qui vous Au sépare? soir du premier tour de l'élection Vous, présidentielle, deux hommes de droite. au soir du premier tour de l'élection présidentielle, Oui. j'ai pas admis qu'on ne prenne pas une position claire pour faire obstacle à Madame Le Pen. Pour moi, les choses sont très claires. Je vois le Front National dans ma région. Je sais que ce serait un désastre pour notre pays d'avoir ces dirigeants à la tête du pays. Donc pour moi, il n'y avait pas d'hésitation possible. Mon parti, même si les gens sont libres de voter ce qu'ils veulent, n'a pas voulu choisir. Ce soir-là, je me suis dit que c'était fini. Il y a aussi une autre question, c'est qu'en politique, on n'a pas besoin d'être agressif avec le camp d'en face. Les gens se font clairement leur opinion. Mais le fait tous les jours de sauter à la gorge des autres, tout ce qu'ils font est nul, tout ce qu'ils font est mauvais, je suis désolé. Je veux pouvoir dire quand une réforme va dans le bon sens, je le reconnais et je l'assume. Et quand quelque chose ne me convient pas, parce que j'ai le sentiment qu'on laisse progresser une France à plusieurs vitesses, je le dis également. Je veux être libre, c'est tout. Alors libre par exemple de critiquer la SNCF. Je crois que vous êtes en rage. Contre le système Oui, SNCF. contre le système SNCF. Parce que c'est pas Oui. les agents de la SNCF. Et je le dis à ceux qui nous regardent, qui nous écoutent. Oui. Ceux que vous rencontrez sur les quais, derrière le guichet, dans les trains, c'est pas eux qui sont responsables. La plupart du temps, ils ont moins d'informations que vous. C'est le système SNCF, où maintenant, c'est les financiers qui ont pris le pas sur les ingénieurs et les techniciens. Ils sont omnibulés par leurs dettes. Mais le vrai sujet, mais qu'ils nous disent comment les gens sont transportés dans de bonnes conditions, Donc- assis et à l'heure. Donc et à vous l'heure. allez accélérer la concurrence. Oui, L'ouverture à la concurrence. Et à ceux qui me le reprochent, je pose... C'est 2019. Mais non, on va... Non. Bah, si. Vous pouvez La loi, lancer les non choses dès maintenant. Oui. Le gouvernement nous a dit Oui. que la loi sur les mobilités permettrait d'accélérer et de simplifier. Banco. Et à ceux qui me disent, mais alors... Alors la quelle SNCF initiative allez-vous prendre? Alors déjà, la première des choses, la SNCF, si c'est une entreprise publique, elle continue à transporter tout le monde et partout. Savez-vous qu'il y a un plan de destruction massive d'emplois qui se prépare, parce que le fait que la SNCF n'ait pas investi et ne veuille pas investir dans les lignes fret, j'ai dans l'Oise une entreprise 650 salariés. La ligne, elle est foutue, la ligne de fret. Si les investissements ne sont pas faits, cette entreprise fermera. Et la SNCF nous dit, j'ai 3 cacahuètes pour Donc vous. vous allez là, pour ouvrir régler la facture. concurrence quand? Je veux ouvrir le plus tôt possible et je veux C'est-à-dire lancer
lancer les choses dès cette année en allant tester dès cette année à l'étranger. Je lance les choses parce que je suis président des Hauts-de-France, c'est le président de la France qui décide aussi pour ces choses-là. Je veux que la loi me permette d'accélérer. Et après, j'ai une autre question, Jean-Jacques Bourdin. Il y a des lignes aujourd'hui. Tiens, j'ai une ligne Abbeville-Le Tréport. Ils veulent la fermer pour mettre des bus. Et SNCF, ça veut dire quoi? C'est pas chemin de fer? Si c'est pour remettre des bus, c'est revenir en arrière. Alors je le dis, si ça vous intéresse plus de transporter tout le monde, ne me reprochez pas d'ouvrir à la concurrence. Et je dis au gouvernement qu'il doit assumer ses responsabilités parce que l'aménagement du territoire, si la SNCF veut pas s'en occuper, c'est à l'État de le faire. On ne laisse pas des gens sur le bord du chemin. Merci Xavier Bertrand, il est presque 8h57, RMC BFM TV.